Eh bien, bonjour Florence Tinard. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre 21e édition du Festival Scientilivre qui, compte tenu du contexte, cette année se réinvente 100% en ligne. Et nous avons donc le plaisir de vous avoir en direct depuis chez vous, tranquillement installé devant votre magnifique bibliothèque, n'est-ce pas? Et nous allons avoir le plaisir de discuter de vos différents livres. Alors, vous êtes auteur très éclectique, en fait, hein. Vous écrivez aussi bien des documentaires. Le dernier, c'est Abeilles et vers de terre. Là, je pense que vous allez pouvoir nous montrer la couverture parce qu'elle est vraiment très, très jolie. Abeilles et vers de terre, voilà. C'est Et printanière. pardon? C'est très printanier. Voilà, c'est Ça très va avec le printanier, hein. printanier. Mais vous écrivez aussi des biographies, notamment celle de Jean-Louis Etienne. Oui. Alors voilà, après, je vous laisserai les montrer à l'écran. C'est toujours très beau livre. Et voilà, et vous écrivez aussi des romans de jeunesse, tout simplement, hein. Enfin, tout simplement, non, c'est quand même assez compliqué tout ça. Alors voilà, expliquez-nous un peu ce parcours. Alors, tous nos auditeurs peuvent poser des questions. Nous avons une fenêtre de discussion, hein. Donc, vous pouvez poser des questions, toutes les questions, et Florence Sinard se fera un plaisir d'y répondre. Et je précise également que tous les livres de Florence Sinard et de tous les auteurs qu'on a reçus ce week-end pendant le festival vous pouvez les retrouver sur l'onglet de la librairie sur notre site scientilivre.org et vous pouvez les retrouver. Ils sont à la vente grâce à notre partenaire qui est la librairie Ombre Blanche. Voilà. Alors ça, c'était pour les conditions techniques. Maintenant, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu votre parcours et la manière dont vous envisagez votre métier, peut-être d'écrivain. Voilà, je vous laisse. Merci Christine de votre accueil dans cette édition virtuelle, mais en vrai. Voilà. Bonjour à tout le monde qui est derrière votre écran. Alors moi, j'ai un parcours de journaliste qui, il y a une vingtaine d'années, s'est un peu éloigné de la course perpétuelle à l'actualité pour prendre un peu de recul et écrire des documentaires sur le décryptage de l'actualité, donc sur des sujets politiques, économiques, de relations internationales pour la jeunesse, parce que j'ai trouvé dans la jeunesse un merveilleux public avide de découvrir et de comprendre le monde. Et Vous puis, étiez rédactrice au magazine Les Clés de l'actualité junior, d'ailleurs. voilà, que j'ai eu le Excellent magazine plaisir. qui n'existe plus malheureusement, mais excellent magazine. Voilà, pour les enfants de 8 à 12 ans. Et notre mission, toutes les semaines, c'était d'expliquer ce qui venait de se passer dans le monde pendant la semaine. Et puis, pour pallier à ce travail qui est quand même très, très rigoureux, j'avais envie d'écrire aussi des choses plus amusantes pour moi, on va dire, parce que l'actualité, ce n'est pas Je ne toujours sais pas amusant. pourquoi je n'ai plus de son. Ah, et donc, est-ce que vous êtes la seule? Non, mais c'est peut-être moi qui avais un petit souci. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Je vous ai coupé dans ce que vous étiez en train C'est pas d'expliquer. grave, c'est pas grave. Et donc, voilà, je me suis mise à écrire des romans pour me faire plaisir et pour, j'espère, faire plaisir à mes lecteurs et partager des choses plus légères que l'actualité. Alors, par exemple, ça donne mon dernier roman, ça s'appelle Le gang des vieux schnocks. C'est l'histoire de 4 personnes âgées qui ont l'impression de ne plus exister et qui décident de monter un gang pour semer la terreur dans leur quartier pour s'apercevoir qu'ils sont toujours vivants, ils ne sont pas encore morts. Et ils font la rencontre de Jules qui, lui, a 13 ans et qui est en train un peu de glisser dans une mauvaise pente. Et voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est la collision. Moi, j'aime bien les collisions Entre les générations. entre les gens différents, Oui. entre ceux qui habitent à la campagne, ceux qui habitent à la ville, ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas. Mais je trouve ça intéressant, la rencontre avec des gens pas comme soi. C'est toujours passionnant. Voilà, et donc j'écris des documentaires aussi bien pour la jeunesse, donc voilà, abeilles et vers de terre, mais en fait, c'est des thèmes qui passionnent tout le monde. Enfin, dès que les gens s'intéressent un peu à la vie, les animaux, enfin, eux deux, là, abeilles et vers de terre, qui sont mes deux héros, on va dire, très humbles, mais en fait, qui sont des animaux absolument essentiels à notre vie et à notre Et la nourriture. biodiversité, oui. Ils Bah sont oui, c'est essentiels. vraiment des espèces, on nous appelle même des espèces ingénieurs, tellement ils façonnent notre environnement.
Et puis j'en écris aussi parfois pour les gens plus adultes, on va dire, comme par exemple L'herbier des explorateurs qui est paru chez Plume de Carotte et qui raconte. Alors, comme je ne suis pas botaniste, moi, j'aborde la botanique sous des angles soit économiques, soit historiques. Et là, c'est l'histoire, les aventures, on va dire, les aventures humaines de 70 personnes, hommes et femmes, qui, depuis l'Égypte antique et jusqu'à nos jours, sont partis chercher des plantes inconnues à travers le monde. Et on a eu la chance de travailler avec l'herbarium de Londres, qui nous a fourni des planches d'herbier anciennes à grandeur nature. Et ça, c'était un boulot formidable. Voilà. Bon, en fait, je fais des choses, celles qui m'intéressent le plus. C'est un bon principe dans la vie. C'est un bon principe. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur votre façon de travailler, peut-être? Pourquoi Alors, vous travaillez souvent sous forme d'enquête aussi. Est-ce que votre métier de journaliste, votre premier métier de journaliste, lui, influence aussi cette façon d'écrire? Mais en fait, pour moi, documentariste, c'est tel que moi je le vis et je le conçois, c'est un prolongement évident à mon travail de journaliste, simplement en ayant plus de temps pour aller en profondeur. Et là où, quand on écrit un journal, quand on est dans un mensuel, on a un mois, quand on est dans un quotidien, on a 24 heures pour écrire sur un sujet. Ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai découvert ce bonheur d'aller au fond des choses et de pouvoir vraiment dévider des pelotes et de tirer tous les fils jusqu'à ce que vraiment j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Et de ratisser beaucoup d'informations très larges pour après ne transmettre à autrui dans mes documentaires que ce qui me paraît vraiment le plus passionnant. Et le plus essentiel. Le plus essentiel et ce qui permet vraiment de montrer les rouages de la mécanique, par exemple. Enfin, quand c'est organique, ce n'est pas un bon mot, mais de montrer vraiment. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de cet album, on l'a organisé pour avoir une place équivalente, en fait, à l'abeille et au ver de terre, qui sont des espèces très différentes, qui habitent des milieux très différents. On a tracé une ligne en travers de l'album et cette ligne, elle crée la terre, en fait. Et à chaque page, on a ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe en dessous. Voilà. Et je développe les thèmes naître, grandir, habiter, à chaque fois pour l'abeille et pour le lombric, le fameux lombric terrestre, grandir, manger, être mangé, etc. Et à chaque fois, j'ai fait cette démarche comme une journaliste qui enquête sur ce que c'est que la vie d'un lombric et qui essaye de savoir comment un lombric fait pour se défendre, par exemple. Comment quelle est sa destinée de sa naissance jusqu'à ce que voilà. Et soit saison mangé. par saison. Voilà, saison par saison. Voilà. Bon, alors, c'est quand même assez différent entre ce que vous faites là et le gang des vieux schnocks. Alors, comment vous arrivez à jongler avec toutes ces formes d'écriture différentes, en fait? Est-ce que, par exemple, pour le lombric, l'abeille et le lombric, on a bien compris que vous aviez fait un travail journalistique, enfin, sous forme journalistique, d'enquête. Vous êtes allé certainement joindre des biologistes ou des enfin, voilà, des scientifiques. Mais quand vous écrivez un roman, alors, est-ce que vous êtes, comme certains écrivains, guidés par un plan très précis, avec les personnages, l'histoire, et vous savez comment ça va se terminer? Ou alors vous vous laissez guider un petit peu et embarquer par vos personnages et l'histoire elle-même? Comment ça se passe? C'est un mélange des deux chez moi. Et en fait, ce travail où j'ai un pied dans la réalité et la rigueur journalistique et documentariste et un pied dans une fantaisie que je mène à mon libre goût, c'est très important pour moi. Et en fait, c'est comme ça que je trouve un équilibre entre la rigueur et la fantaisie. Les deux me nourrissent. Il y en a une qui nourrit mon cerveau et l'autre peut-être qui nourrit mon cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important pour moi de pouvoir avoir accès à cette liberté. Je ne veux pas être que journaliste. Et quand j'écris un roman,
Alors, en l'occurrence, les vieux schnocks, presque j'ai envie de dire que je les connais parce que j'ai habité longtemps dans un quartier de Toulouse qui s'appelle Saint-Agne et qui est un mélange de petites maisons ouvrières assez modestes et de nouveaux immeubles récents. Et dans ces petites maisons modestes, eh ben, il y a des personnes âgées modestes qui habitent là depuis très longtemps. Et comme j'avais un chien à l'époque, je promenais mon chien, je les rencontrais au coin des rues et petit à petit, on a lié connaissances et conversations. Et ils m'ont fortement inspiré tous ces personnages, même si eux n'ont sans doute pas créé de gang. mais moi, Et j'avais encore plus, envie. on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. J'avais envie qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent des choses ensemble parce que justement, je ressentais leur très grande solitude. Et voilà, donc presque j'ai envie de dire, là, c'est une enquête de terrain, mais vécue. Et donc, c'est des gens que je fais parler, puis j'essaye de vivre en ayant mes grandes antennes ouvertes et de capter des bouts de conversation. Je regarde comment les gens sont habillés, ce qu'ils mettent dans leur panier au marché, etc. Et je me fais des histoires. En fait, c'est toujours l'œil de la journaliste qui traîne un petit peu partout, quoi. Bah, en fait, Et qui alimente l'imaginaire de l'auteur de romans. mais oui, mais je crois qu'on est tous comme ça, hein. Enfin, Vous êtes moi, deux dans votre tête, en fait. j'attise particulièrement ma curiosité. Alors, on m'a toujours dit, je me souviens, la curiosité est un vilain défaut, mais c'est pas vrai. Mais C'est non, une pas du tout. merveilleuse qualité, et c'est la qualité des scientifiques. Si les gens n'allaient jamais chercher autre chose que ce qu'on a déjà découvert, on serait encore Le très monde très n'avancerait loin pas. de pouvoir converser par Internet. Non, c'est une magnifique qualité humaine, la curiosité. C'est ce qui fait rester jeune, c'est ce qui fait rester en vie, et c'est ce qui permet de se nourrir justement de la vie comme elle va. Et qui permet d'avancer, qui permet de connaître les Bien autres, sûr. d'échanger, de partager. Mais C'est une oui, qualité, d'apprendre c'est des une qualité langues, finalement. Pas du tout c'est un une... défaut. Pas du tout. Pas du tout. Alors, On il est faut d'accord. absolument remettre ça en cause. On va aller faire une pétition. Non, ce n'est pas un défaut. On est d'accord. Moi, je le dis Donc, souvent aux enfants quand je les rencontre dans les classes. Soyez voilà, oui, curieux, il faut attiser. posez des Il questions, faut soulevez les susciter. couvercles, ouvrez les portes, ouvrez les tiroirs, voyez ce qu'il y a dedans. Et oui, c'est comme ça qu'on peut échanger. Puis c'est comme ça aussi que naissent les discussions et les échanges d'idées, les débats. C'est de la curiosité de l'autre. Et puis c'est aussi un carburant de la créativité, parce qu'on se nourrit des créations des autres, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils inventent eux-mêmes. Et c'est un cercle vertueux, ça. Plus, voilà. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est aussi cette curiosité, ce mélange d'envie de chercher qui vous a fait faire ce livre sur Jean-Louis Etienne. Alors, Jean-Louis Etienne, Pourquoi Jean-Louis Etienne? c'est une chance que mon éditeur de Plume de Carotte m'a apporté sur un plateau. Et il avait rencontré Jean-Louis Etienne et il lui a proposé, donc Jean-Louis Etienne, pour les plus jeunes qui se souviennent peut-être pas, c'est l'homme qui est allé le premier de toute l'histoire de l'humanité à pied au pôle Nord, entraînant un traîneau, donc seul, à travers 200 km de banquise, qui en fait, enfin plus même, qui est un chaos de glace. On imagine la banquise comme un beau tapis blanc qui se déroule à l'infini. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un enfer de glace complètement fracturé avec des murs de glace de 5 mètres de haut qu'il fallait escalader, redescendre de l'autre côté, etc. pendant plus de 200 km, tout seul, avec un traîneau qui pesait 150 kilos. Et alors cet homme, en fait, c'est un aventurier né. Alors lui, il est poussé par une curiosité qui dépasse toutes les frontières. Et, et j'ai eu le plaisir de parler avec lui et de m'inspirer aussi des livres et des textes qu'il m'a donnés à partir de son enfance. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'on devient un aventurier en fait? Est-ce qu'on voit des prémices quand on est petit? Comment on Et devient Jean-Louis Etienne, en fait? voilà. Non, mais comment est-ce qu'on devient un découvreur du monde? Et c'est aussi la démarche des scientifiques. Il y en a qui découvrent le monde avec des microscopes, d'autres avec des stylos en allant en reportage. Et lui, il y va avec son corps, en fait. Et il a mené des dizaines d'expéditions. En fait, celle-là, c'est la plus célèbre. Mais il a traversé le pôle Sud en traîneau tiré par des chiens. Il a franchi le pôle Nord en ballon, toute la calotte polaire en ballon dirigeable, enfin, et ainsi de suite, sans arrêt. Et
en Et fait, encore lui, il dit, maintenant, il est en train de monter une expédition. voilà, Ouais. autour du pôle sud. Et lui, il dit, en fait, pour devenir explorateur, il faut apprendre un métier. Il faut savoir faire quelque chose d'utile avec ses mains. Et ça, je trouve que c'est une idée assez que j'ai aussi envie de transmettre. C'est que il dit, quand on sait faire quelque chose avec ses mains, on trouve sa place partout dans une équipe. D'abord, on est sûr de pouvoir tout le temps se tirer d'affaire. Donc lui, il a en fait, comme il était dyslexique, il a été envoyé dans une filière un peu de garage, si vous voulez, il a fait de l'ajustage, de mécanique, donc de la mécanique très fine. Et puis, il a eu la chance à l'époque de pouvoir passer son bac comme ça dans cette filière technique. Et enfin, il s'est inscrit en médecine et il est devenu médecin. C'est quand même un parcours C'est un extraordinaire. parcours extraordinaire. C'est un exemple à donner à Oui, tout à fait. tous les élèves qui se sentent peut-être mal dans leur filière ou mal orientés et à qui on a dit toute leur scolarité, bah, finalement, Ouais. vous n'avez pas grand-chose, quoi. On va Et vous ben non, ben orienter lui, comme ça, et comme ouais. quoi il y a des Et lui, il dit, à possibilités. partir du moment où on sait faire quelque chose avec ses 10 doigts, on est quasiment tiré d'affaire, en fait. Parce que si on sait faire du pain, si on sait réparer un moteur, alors on a une utilité partout, en fait. Et il disait, lui, la fierté d'enfiler un bleu de travail. Et enfin, c'est vraiment un homme extraordinaire de ce point de vue. Et alors, comme ça, il a des grands principes que j'adore et que je suis très heureuse de transmettre aux enfants. Alors, par exemple, il dit, euh, quand on a un projet, il faut aller au bout. Quel que soit, même si c'est un tout petit projet, même si c'est fabriquer une petite maquette, même si c'est broder ses initiales, aller au bout. Quand on va Pas au bout de abandonner. quelque chose, ça solidifie de l'intérieur et ça crée comme une espèce de squelette qui vous tient et qui vous renforce. Et comme ça, de projet accompli en projet accompli, alors on devient vraiment solide et on peut. Et je trouve cette idée On prend de magnifique, en fait. l'assurance, en fait. C'est transmettre ce côté, je suis capable d'aller au bout de quelque chose. Voilà, Comme vous dites, même si c'est ne serait-ce que graver ses initiales sur un coin de bois ou oui, les broder avec un point de croix, c'est s'emparer d'un projet et le mener à terme. voilà. Et voilà, et prouver qu'on a une valeur quand même. Ben, l'accomplissement en soi prouve qu'on a une valeur. Bon, de toute Et façon, bien on a sûr. tous des valeurs, on a plein de valeurs, on est Voilà, des mais êtres de c'est valeur. Mais là, ça se concrétise et ça se concrétise surtout pour soi-même. Et voilà. Et c'est une formidable pompe à bien-être en fait. oui, tout à fait. Voilà, d'estime de soi, c'est important, l'estime de soi pour pouvoir, si on ne s'aime pas, c'est difficile de pouvoir aimer les autres aussi. Voilà. Et il dit aussi que quand on veut faire quelque chose, il faut se mettre en marche et que la vie fait la moitié du chemin. Ça, je trouve ça assez génial. En fait, C'est une belle phrase. oui, il dit, mais il faut y aller. Et puis, bah oui, il faut de l'argent, il faut des gens, il faut des traîneaux, il faut des chiens, mais il faut se mettre en marche et la vie fait l'autre moitié du chemin. Donc, autrement dit, quand on lance une intention, eh ben, l'univers collabore Répond. pour arriver voilà, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais en tout cas, lui, il est un exemple vivant que quand on se met en action, C'est on... possible. ouais, tout est possible en fait. Tout nous Voilà. est possible. Ne serait-ce que la possibilité, ça nous offre la possibilité de tenter des choses. Mm. Et puis tant pis si on ne les réussit pas. Mais il Ah, faut mais les ça, tenter. ouais. C'est Ça n'a ça, pas il faut les grand-chose à tenter. voir en fait. Non. La réussite. Toute action menée est de toute Et façon une déjà une réussite. réussite. Oui, À c'est ça. partir du moment où on a été au bout de ses intentions, au bout de ses forces, au bout de son travail, voilà, qu'on a été au bout. On a été au bout et c'est déjà une belle chose. Voilà. Alors, si on peut revenir aussi à ce magnifique album documentaire Oui, puisque le thème de cette année scientifique, c'est Insolite Nature. Donc, c'est oui. vrai que Jean-Louis Etienne nous a montré les beautés de la nature polaire, mais là, vous parlez, comment dire, vous nous montrez l'utilité de ces petits animaux qui paraissent tellement insignifiants. Alors l'abeille, elle a à la fois, moi je dirais, un attrait sympathique et à la fois elle est crainte. Mais alors le ver de Oui, terre, lui, par contre, lui, quand même, il n'a pas de euh, très bonne réputation. Hein, bah non, le ver de terre, c'est le Berck, ver de hein. terre, voilà. Hein. C'est Berck, mais c'est quand même grâce à lui qu'on mange et ça, il faut Et qu'on lui pourtant, en soit reconnaissant.
Et pourtant, voilà, il a une telle grande utilité parce que il fait partie de ces petites bêtes qui nourrissent le sol, qui l'aèrent, et sans lesquelles on ne serait pas là. En fait, ça serait compliqué. On serait là, mais ça serait compliqué de se nourrir. Et les Alors abeilles, pareil. oui, mais en fait, de se nourrir, c'est-à-dire que tous les végétaux puisent, enfin, on va dire l'immense majorité des végétaux puisent dans un substrat de terre et que cette terre, pour qu'elle les nourrisse, en fait, qu'est-ce qui nourrit les végétaux dans la terre? C'est tous les sels minéraux qui y sont dissous ou présents. Et c'est grâce à toute ce qu'on appelle la microfaune, c'est-à-dire les tout petits animaux. Certains sont visibles, le lombric, c'est le plus gros d'entre eux pratiquement. Mais il y a des vers de toute taille, il y a des scarabées, il y a des araignées, il y a des fourmis, il y a des scolopendres, il y a des microscorpions. Enfin, la microfaune, elle est extrêmement vaste et ça va jusqu'aux invisibles, les bactéries Les et champignons, voilà, les champignons. Et quand on dit champignons, on ne pense pas à un gros cep, hein, on pense à vraiment des pas forcément ce moisissures. qu'on consomme. Voilà, pas ceux qu'on. Mais alors voilà, il y en a encore des millions. Et toute cette faune, flore, c'est-à-dire toutes petites fleurs, micro-fleurs, micro-animaux, euh, se nourrit des déchets organiques, des morceaux de feuilles, des pattes d'insectes, etc., les assimile, c'est ce que fait le lombric, en même temps qu'il avale de la terre en creusant des galeries, et dans son corps qui n'a l'air de rien, là, qui est tout mou, tout moche, se produit une espèce de miracle de la biologie qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire que il y a une espèce de formule magique qui se produit entre les bactéries qui sont dans l'intestin du ver de terre. Le ver de terre, c'est quand même un grand intestin, hein. Il y a un tout petit morceau au début avec la tête, ce qu'on pourrait appeler la tête, et tout le reste, c'est de l'intestin. Et là-dedans, la terre s'enrichit de toutes ces bactéries. Et quand elle ressort, c'est un concentré de vie, alors parfaitement assimilable par les plantes. Et, et un ver de terre, ça mange 20 fois ou 30 fois son poids de terre dans une seule journée. On dit qu'en 50 ans, les vers de terre retournent la surface d'un pays comme la Grande-Bretagne. Ah oui, quand même. Donc, voilà, c'est un mouvement énorme, continu. Ça, c'est si on ne les assassine pas à tour de bras. Mais si on les laisse faire, si on les laisse vivre, alors ils passent leur vie à créer des galeries, donc ce qui permet à l'eau de descendre dans les galeries, à l'air de rentrer. Et quand il y a de l'eau et qu'il y a de l'air, et ben, la vie se développe. Donc, des bactéries, en veux-tu, en voilà, des champignons, on l'a dit, plein de petits animaux qui vivent aussi dans ces galeries. Et puis les plantes qui viennent suivre avec leurs racines les trajets de cette terre bien aérée, bien meuble et surtout très riche en nutriments. Et non seulement les plantes qu'on mange, mais les forêts, toutes Oui. les forêts. Les forêts, personne n'arrose les forêts. Or, les forêts poussent et les arbres grandissent. Et c'est les plus grandes plantes qu'on ait sur Terre, c'est les arbres dans les forêts. Et pourquoi? Mais parce qu'à leurs pieds, il y a ces milliards de petits animaux qui sont en train de Cette s'activer, armée d'anonymes et voilà, et qui créent de d'infiniment l'humus, un petits. humus très riche qui retient l'humidité. Et donc, quand les arbres ont besoin d'eau, bah, ils puisent dans cette humidité qui est à leurs pieds en couche très très épaisse. L'humus des forêts. Voilà. Merci les Et lombrics. merci le lombric et merci toute cette armée d'animaux, d'insectes, de champignons. J'ai pas vraiment les termes scientifiques, j'espère que les scientifiques me pardonneront, mais toute cette armée qui, dans l'ombre, agit pour la biodiversité et pour le maintien de la vie dans les sols. Et Qui est voilà, la vie, qui est la vie. Et alors voilà, qui est très très sensible évidemment à tous les produits chimiques tous qu'on les peut y produits. mettre, mais pas seulement, par exemple, des pesticides qu'on peut déverser. Il y a tout ce qu'amène l'eau. Donc quand l'eau est chargée Oui, bien sûr. de produits même, c'est le cas par exemple en ville où les pauvres vers de terre là sont vraiment à la peine. Mais par exemple, on s'aperçoit, parce qu'il y a des études qui sont menées très approfondies sur la présence des vers de terre, on s'aperçoit que par exemple dans les jardins de ville, il y a une immense biodiversité, qu'il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs, parce que finalement, il y a moins de pesticides dans les villes que dans les campagnes.
Et oui, dans pas mal c'est d'endroits. paradoxal, mais oui. Voilà, parce que les gens ont plus vite réagi que les agriculteurs et ils sont plus vite été en mesure de se passer de pesticides. Et oui, Et parce que donc, les enjeux, sans vouloir forcément défendre le milieu agricole, mais les enjeux dans le changement comment dire, de méthode, le changement d'exploitation des sols, c'est aussi un enjeu de société, c'est un enjeu économique, c'est compliqué. Donc, effectivement, les plus faciles de changer sa propre consommation dans son petit jardin, l'impact, on ne vit pas de ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour un agriculteur, forcément, mais il faut qu'il s'y mette, ça c'est sûr. Et alors, on parlait des vers de terre, là. Pour conclure, on peut parler de cette magnifique abeille quand même, parce que grâce à oui, elle, voilà, on va pouvoir, une fois que les plantes auront bien poussé grâce à tous nos amis, de toute cette petite armée de l'ombre, grâce à l'abeille, elles vont pouvoir se reproduire, être pollinisées. voilà. Mais voilà, il faut quand même aussi la protéger. Alors, elle et puis tous les pollinisateurs, parce qu'en fait, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle est très connue, qu'elle nous est familière, c'est elle qui fait notre miel, Apis mellifera, Oui, qui fait du miel. c'est pas la Mais seule. c'est parce qu'elle est emblématique des plusieurs milliers de pollinisateurs grâce auxquels on a des fruits. On a tous les fruits, ça va du cacao aux pommes, aux abricots, aux fraises. Sans eux, pas de Pas fruits. de fruits. euh, Pas de courgettes. Alors, les enfants vont se féliciter peut-être de ne pas manger de courgettes, mais, Oui, mais pas de mais fraises non plus, pas eux, pas de sans eux, cerises. pas de cerises non plus. Pas Voilà. de... Et en fait, on dit qu'il y a plus de 1000 espèces d'abeilles sauvages et 2 seulement qui sont domestiques. Donc Oui. voilà, c'est un enjeu énorme qu'il y a derrière mes 2 héros de la nature là. Voilà. Nos deux magnifiques héros. Donc, on peut remontrer l'album, parce qu'on n'a même pas eu le temps de montrer le PDF que vous aviez préparé, mais voilà, Ouais. l'abeille au-dessus, le ver de terre en dessous, et tout l'album est comme ça. Il est traversé par une ligne où Oui, on voit au-dessus l'abeille et au-dessous le ver de terre. Voilà, on peut le voilà. remontrer. Voilà, voilà. Et vous pouvez retrouver cet album sur la librairie, voilà, sur l'onglet de la librairie Ombre Blanche qui est sur notre site des Voilà. scientifiques.org. Voilà. Et voilà ces deux magnifiques auxiliaires de la vie sur Terre. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de vous recevoir. Merci à vous. J'espère que la prochaine fois, on pourra se voir véritablement et non pas par écran interposé, que vous pourrez nous montrer la suite de votre travail, peut-être dans une prochaine édition du festival. Je vous Voilà, remercie je de vous votre remercie. Je invitation. vous remercie. Ben, écoutez, avec plaisir. Je vous laisse le mot de la fin. Vive les abeilles, vive les lombriques. Ce sont nos amis. Non, mais soyons leurs amis aussi plutôt. Voilà, on Parce va qu'eux n'ont conclure pas tellement là-dessus. besoin de nous, mais nous, on a besoin d'eux. Ah, on a besoin de. Oui. Voilà, on va conclure sur cette jolie. Bon après-midi. Merci beaucoup Au et à revoir. bientôt. Au revoir.